Merci Jean-François, on est de retour dans la zone quand tu es là que j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézil-Lacasse. Avec Pierre-Paul, on va parler économie comme on le fait tous les mardis de façon régulière depuis quelques temps. D'ailleurs, c'est très agréable. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, évidemment, on ne peut pas passer à côté du taux directeur qui a augmenté encore une fois au niveau de la Banque du Canada de 0,25 % au cours de la semaine dernière. Pas jojo pour ceux qui doivent renégocier leurs prêts hypothécaires, entre autres. Non, c'est sûr que c'est des hausses successives comme on a vécu, c'est toujours difficile, c'est pas nécessairement évident. On a de l'incertitude par rapport au futur, on sait pas trop si il faut en profiter pour renouveler maintenant nos hypothèques, faut-tu attendre, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pas évident, mais ce qui est encourageant là-dedans, c'est que la hausse diminue. Hein. On a augmenté de 0,25. On peut s'attendre à ce que si ça a augmenté, peut-être qu'il va y avoir un petit peu plus de délai entre la prochaine augmentation. Ou peut-être même on va avoir assisté à un gel pendant un certain temps, mais on se dirige certainement avec la baisse d'inflation vers une diminution ou du moins arrêter d'augmenter les taux. On se dirige vers ça. Là, on parle d'inflation, on parle du coût de la vie qui augmente et il ne faut pas s'attendre non plus, là, lorsque ça vire de bord, que le coût de la vie baisse. Là, on a de l'inflation. Non. Mais c'est pas vrai qu'on va avoir de la déflation, c'est-à-dire que ça va coûter moins cher un peu plus tard. Généralement, quand on paye un céleri 2 $, on va continuer à payer 2 $ pour longtemps. Là. Ouais, la hausse qu'il y a eu, on la récupérera pas. Effectivement, on n'aura pas d'inflation négative, mais c'est sûr que faut qu'il y ait une baisse pour se rendre au moins à quelque chose comme du 3 % d'inflation avant que la Banque du Canada considère que c'est suffisant, puis on ramène ça à des taux plus bas. Oui, puis de toute façon, ça près des experts, on le voit venir là, à l'heure actuelle. Oui, on se dirige vers ça, mais il faut pas que ça aille trop vite vers ça non plus parce qu'on va revirer de bord encore. Donc, c'est vraiment une stratégie de comment on gère ça de façon efficace pour que ça revienne le mieux possible, mais c'est pas évident ce bout-là. C'est loin d'être automatique. OK. On ferme la parenthèse sur cet aspect financier-là, puis on va venir sur un autre aspect. Quelqu'un qui vit une séparation, puis c'est difficile, on a une période de la vie qui est difficile, des fois on se laisse aller un tout petit peu et on se retrouve dans une situation quelques mois, une année plus tard où c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Il y a un cas que, mon cher, vous avez réglé à ce niveau-là qui ressemble énormément à ça. Hein? Oui, c'est le cas de Jean, en fait, qui s'est séparé et que pendant une période un petit peu plus qu'un an, tombé dans un petit peu de dépression, problème d'alcool, laisser aller ses finances aussi. C'est quelque chose qu'on voit fréquemment, donc les séparations amènent un petit peu de détresse et une des façons que les gens ont des fois de compenser malheureusement, c'est de dépenser un peu plus dans différentes choses et c'est le cas de Jean. Fait que dans le fond, Jean a accumulé quand même pendant cette période-là de déstabilisation peut-être un 5 000 $ de dette, puis en plus, a fait une gaffe avec son véhicule. Là, il a oublié de renouveler ses assurances. Problème, il a frappé un poteau et son véhicule est devenu accidenté, perte totale. Donc, on a une problématique dans son cas où il avait accumulé des dettes déjà avant. Fait que, on s'est retrouvé là avec l'accumulation pendant la période de déstabilisation, les dettes d'une quinzaine de mille qu'il y avait avant, puis le problème avec le véhicule accidenté qui a causé des dommages. On s'est retrouvé avec une dette de 43 000 dans son cas, dans le cas de mon Dieu. OK. Puis là, 43 000, là, son salaire n'a pas augmenté pour autant. Il est pris avec une réalité. Et on parle de séparation, donc on doit parler de pension alimentaire également quelque part. Oui, c'est ça. Le revenu de Jean, c'est un revenu de 3 500 clairs par mois, qui est un très bon revenu. Ben oui, c'est un bon revenu. Quand on regardait ses dépenses, incluant la pension, la fameuse pension alimentaire, effectivement, il y avait des enfants dans le décor, ces dépenses arrivaient à peu près à 3 000. Donc, il y avait un 500 $ d'espace budgétaire pour faire quelque chose, mais quand on additionnait ses dettes, sans inclure sa pension alimentaire, il y avait des paiements de 700 $ par mois sur cartes, prêts et autres dettes qui amenait à, quand on regardait ça dans son budget, même à 700 $ par mois, ça y prenait 7-8 ans tout payer ça. Donc, c'était pas viable, ça rentrait pas dans le budget. Fait que c'est sûr qu'on a discuté avec lui, on a fait les calculs de faillite. Lui, dans un cas de faillite, il aurait fait des paiements quand même de 500 $ par mois. Ça rendait son budget très, très, très serré et il n'y avait pas beaucoup de dépenses qui pouvaient diminuer dans sa situation.
Donc, et ça l'obligeait à autre chose. En faillite, il faut fournir des preuves de revenus. En cas d'augmentation salariale, nos paiements augmentent aussi. Puis lui, en plus, il y avait une particularité. Sa mère était quand même très malade. Fait qu'il y avait un potentiel d'héritage qui est aussi saisissable si on fait faillite. Fait qu'on voulait essayer d'éviter la faillite dans son cas. Oui. Donc, on a été vers une proposition, j'imagine? Oui, c'est ça. On a fait un offre au créancier dans son dossier à 250 par mois pendant 5 ans. Ça lui permettait de rentrer dans son budget, de payer aussi, de payer une partie de ses dettes. Évidemment, ça ne payait pas la totalité de ses dettes. Ça payait peut-être le tiers de ses dettes, même sans les intérêts. Donc, ça a quand même beaucoup diminué ses paiements. Ça l'a empêché que en cas d'héritage, ça soit saisissable. Ça fixait ça dans le temps. A quand même fallu négocier avec les créanciers à une proposition. C'est pas un automatisme. Les créanciers ont négocié un petit peu la proposition, l'offre qu'on avait faite initiale. Finalement, on a signé une offre à 275 $ par mois, qui rentrait toujours dans le budget de Jean et qui permettait que les créanciers acceptent cette offre-là. Fait que le gros avantage dans ces cas-là, que ce soit une faillite ou une proposition, il y avait accumulé une dette aussi de l'arrérage de pension alimentaire. Et ces pensions alimentaires-là, c'est des dettes qui sont pas libérables quand on fait une faillite ou qu'on fait une proposition. Fait que ce qui se passe par contre, c'est que même si la dette n'est pas libérable, dans les paiements que Jean faisait par mois, c'est une dette qui est privilégiée par la loi. Fait qu'on se trouve à régler l'arrérage en priorité. Avant même de payer les cartes, les prêts, toutes les autres dettes, cette dette-là était payée en priorité. Donc, ça l'a aidé beaucoup à payer cette dette-là. Ça l'a permis aussi d'empêcher des saisies parce que son véhicule, là, il y avait un 20 000 $ de dette qu'on parlait au début suite à son accident. Il n'était pas assuré. Donc, ce qui est arrivé, c'est que là, le huissier commençait à cogner à la porte et il y aurait eu des saisies de salaire dans son dossier. Donc, en déposant une proposition, on a empêché des saisies de salaire. Au global, ça a coûté à peu près 40 % de la dette à Jean. Ça a évité saisie, ça a payé l'arrérage de pension alimentaire, ça rentrait dans son budget. Et puis, monsieur, présentement, il paye toujours sa proposition. Il a même augmenté ses paiements parce qu'il y a eu une petite augmentation de salaire, ce qui a fait que ça a dégagé plus d'espace budgétaire. Donc là, ses paiements, présentement, il paye à 350 $ par mois. Donc, il va terminer plus vite que l'entente de 60 mois. Fait que c'est quand même une histoire qui se finit bien pour Jean. OK. Ça, c'est intéressant. Mais j'aimerais qu'on revienne sur la pension, parce que la pension, c'est une priorité. Et on en parlait, Pierre-Paul puis moi, avant de rentrer en ondes, il y a des priorités qui apparaissent lorsqu'on rembourse des dettes. Et la pension, quasiment sur le top de tout ça, là. Oui, en fait, c'est une dette qu'on appelle privilégiée. Les 12 derniers mois d'arrérage, donc la dernière année, ce qui est la majorité des gens ont 12 mois d'arrérage au moins. Cette dette-là est privilégiée. Donc, quand on verse de l'argent, les gens font des paiements, ils versent de l'argent dans notre compte en fiducie que nous, on gère. Et nous, quand on verse l'argent pour payer les créanciers, c'est cette dette-là qu'on paye en priorité. Donc, ça permet de rembourser l'arrérage, même si la dette, elle serait non libérable, elle est payable dans le cadre de la proposition. Pourquoi qu'on dit que c'est non libérable, là, c'est qu'advenant le cas où dans le règlement, on ne payait pas 100 % de la dette de l'arrérage, Jean va devoir quand même finaliser de payer ce qu'on n'aura pas payé. Fait que, les gens qui ont des fois 2-3 ans d'arrérage, malheureusement, c'est des choses qu'on voit. Mais il y a juste les 12 derniers mois qui sont privilégiés. Tout le reste, c'est une dette non libérable, mais que les gens doivent s'entendre, donc doivent avoir des ententes avec l'ex-conjoint ou avec le percepteur des pensions pour payer. OK. Ça veut dire que Jean, notre ami, payait et sa pension régulière et l'arriérage à tous les mois. En tout cas, durant l'arriérage. Il était sur le point de régler une entente là-dessus, mais là, finalement, il n'a pas eu besoin de payer la partie arrérage parce qu'on l'a réglé dans le cadre de la proposition. OK. Elle faisait partie de l'ensemble de la proposition. OK. C'est beau. C'est ça. Mais les autres créanciers, ils ne doivent pas trouver ça drôle lorsqu'on arrive avec une proposition puis de l'arriérage de même qui passe en avant d'eux autres? En fait, ça fait partie d'un processus qu'ils connaissent très bien parce que souvent, on va parler aux agences qui gèrent les cartes de crédit, les prêts. Donc, ils connaissent le système, comment ça fonctionne. C'est sûr que quand on fait une offre comme ça, comme dans son cas à 275 $, pourquoi ça l'a augmenté un petit peu? C'est un peu pour ça. Hein. Les créanciers savaient qu'ils récupéraient pas la première partie du montant qui allait pour la pension.
mais ils ont quand même accepté un offre parce qu'ils savent que si Jean fait faillite, ils vont recevoir beaucoup moins que ça. Fait qu'ils sont quand même très conscients qu'il faut qu'ils négocient parce que sinon, la personne se revire de bord, fait faillite, puis là, ils vont avoir encore moins parce que cette dette-là demeure privilégiée en faillite. Donc, même si la personne a des paiements à faire en faillite, ces paiements-là, ben, ils vont privilégier encore l'arrérage de pension alimentaire. Donc, pour être gagnant, ils sont mieux de négocier dans le cadre d'une proposition. Ça laisse entendre, c'est important de rencontrer un syndic lorsqu'on est pris dans une situation difficile comme celle-là. Il y a des portes de sortie qui peuvent nous permettre de passer à travers. C'est, encore une fois, on essaie d'éviter, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on y va. Dans le cas de notre ami Jean, ben, ça a été quelque chose qui a été profitable parce qu'il a pu continuer à vivre convenablement parce que les dettes financières, à un moment donné, là, ça vient nous ronger de l'intérieur de façon assez impressionnante, là. Oui, puis on vérifie tout le jour les autres options, comme tu as mentionné. J'ai rencontré quelqu'un ce matin et on va aller faire, la personne va faire une consolidation de dette. On l'a coaché pour qu'elle aille comment négocier avec sa banque. Ça devrait être quoi les taux maximum qu'elle emprunte? Qu'est-ce qui devrait rentrer dans son budget? Donc ça, c'est tout l'exercice qu'on fait avec la personne. Et quand les gens sont capables de faire un règlement, payer 100% de leur dette avec un intérêt, ben tant mieux, on le fait. Mais dans un cas comme ça, c'était pas possible. Comme dans le cas de certaines personnes qui viennent nous rencontrer, il faut penser à des solutions qui nous permettent de payer moins que 100% des dettes parce que 100% est des fois trop élevé. Voilà. Pierre-Paul, en terminant, on va rappeler aux gens comment vous rejoindre, parce que c'est important. Ça, vous donnez un coup de main, là, vous êtes là pour ça. Oui, donc les gens peuvent nous rejoindre au 844 LACASSE, 1844 LACASSE. Ils peuvent nous rejoindre aussi sur notre site internet lacassesyndic.com. Ils peuvent aller voir notre Facebook aussi, LACASSE et Associés. On poste évidemment là, toutes nos chroniques, mais on a aussi des vidéos, de la formation aussi qu'on donne là-dessus. Et puis, ben, on donne encore beaucoup de formations, là, que ce soit à la QDR, aux différents intervenants dans le milieu social pour la gestion budgétaire, pour aider là, les gens qui ont des difficultés financières. Donc, que les gens n'hésitent pas à venir nous voir, on va leur donner des solutions et puis on va les diriger au bon endroit et avec un bon encadrement. Pierre-Paul, encore une fois, merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Denis.